Il existe des instants suspendus entre deux respirations, des espaces où le temps semble retenir lui-même son souffle, comme s'il attendait quelque chose. Ce sont des instants que l'on ne choisit pas vraiment, qui arrivent sans prévenir, souvent au creux d'une journée ordinaire, au détour d'une lumière particulière posée sur un mur blanc, dans le silence qui suit une conversation, dans la façon dont une feuille tombe sans que le vent l'ait vraiment poussée. Il y a dans ces instants une qualité étrange, presque indéfinissable, comme si quelque chose de plus vaste que soit traversait le monde visible pour se rappeler à notre attention. Pas avec fracas. Pas avec des signes évidents ou des révélations spectaculaires. Mais avec cette douceur têtue, persistante, qui revient frapper à la porte de la conscience de la même manière que revient un souvenir dont on ne connaît plus l'origine exacte. Quelque chose palpite. Quelque chose que les mots n'ont jamais tout à fait réussi à contenir, que la raison a parfois tenté de réduire au silence sans y parvenir complètement. C'est à cela que ce récit s'intéresse. Non pas à la certitude, mais à ce frémissement. Non pas aux réponses, mais à la qualité particulière de certaines questions qui, une fois posées, transforment silencieusement celui qui les pose. Depuis toujours, les êtres humains ont regardé le ciel. Pas seulement pour prévoir le temps, ni pour tracer des routes à travers les océans, mais parce que lever les yeux vers ce qui est au-delà de soi semble répondre à un besoin fondamental, presque organique, qui dépasse la simple curiosité intellectuelle. Les anciennes civilisations dessinaient des récits dans les étoiles, non parce qu'elles ignoraient la nature gazeuse de ces sphères lumineuses, mais parce qu'elles comprenaient intuitivement que les êtres ont besoin de mythologie pour habiter le monde avec profondeur. Ces récits n'étaient pas des mensonges. Ils étaient des langages, des façons de dire l'indicible, de donner forme à ce qui résiste à la forme. Et il est fascinant de constater que cette impulsion n'a pas disparu. Elle a simplement changé de vêtements, adopté de nouveaux visages. Aujourd'hui encore, quelque chose pousse les êtres à chercher des correspondances, à remarquer des coïncidences, à se demander si certaines rencontres n'étaient pas en réalité des rendez-vous. Comme si le tissu de l'existence était plus dense, plus richement tissé que ne le suggère sa surface apparente. Comme si chaque fil avait une intention que l'on ne perçoit qu'en prenant du recul, qu'en acceptant de regarder la tapisserie entière plutôt que le seul centimètre de laine que l'on tient entre les doigts. Les relations humaines fonctionnent de cette manière. On croit parfois connaître quelqu'un jusqu'au moment où cette personne prononce une phrase qui révèle une profondeur insoupçonnée, et l'on se retrouve face à la conscience vertigineuse que l'on n'avait vu qu'un reflet, qu'une surface, que l'ombre portée d'une réalité bien plus vaste. Ce vertige-là n'est pas désagréable. Il ressemble davantage à l'ouverture soudaine d'un espace que l'on croyait fermé. La conscience de soi est peut-être l'un des phénomènes les plus étranges et les plus beaux que l'existence ait produit. Non pas la conscience au sens étroit d'un simple registre des pensées et des sensations, mais cette capacité particulière à se regarder vivre, à être simultanément celui qui ressent et celui qui observe le ressenti, celui qui parle et celui qui écoute sa propre voix avec une légère distance. Cette double présence crée un espace intérieur d'une richesse extraordinaire, un théâtre intime où se jouent des drames silencieux dont personne d'autre n'est jamais tout à fait spectateur. Et dans cet espace, des choses se posent. Des questions qui ne cherchent pas nécessairement de réponse, mais qui creusent doucement leur chemin, qui élargissent les parois de ce qu'on appelle compréhension. Qu'est-ce que cela signifie d'être fidèle à soi-même à travers les transformations successives que le temps impose ? Est-ce que la personne que l'on était il y a 10 ans peut être considérée comme soi, ou s'agit-il d'un étranger que l'on regarde avec une tendresse mêlée d'étrangeté ? Les choix que l'on a faits, les chemins que l'on a empruntés ou refusés, les mots que l'on a dit et ceux que l'on a gardés, tout cela forme un récit dont on est à la fois l'auteur et le personnage, ce qui crée une relation singulière à sa propre histoire. Car un auteur peut réécrire, peut réviser, peut choisir une autre direction à partir du prochain chapitre. Mais un personnage, lui, vit dans la séquence irréversible des événements. Alors qu'est-ce que cela fait d'être les deux à la fois ? Le passage du temps possède une texture. Il n'est pas uniforme, il ne s'écoule pas de la même manière dans toutes les saisons de la vie. Il y a des périodes où les jours semblent identiques, où le temps a la consistance d'une eau calme, presque transparente dans sa régularité. Et il y a des périodes où chaque journée semble contenir plusieurs existences, où l'on vieillit d'années entières en quelques semaines. Ces accélérations, ces ralentissements, ne sont pas de simples perceptions subjectives sans importance. Ils signalent quelque chose. Ils indiquent que quelque chose est en train de se transformer en profondeur, que des couches de soi sont en train de se déposer ou de s'effacer,
comme des sédiments géologiques qui racontent l'histoire d'un sol sans jamais la dire tout à fait explicitement. Les signes discrets de l'existence fonctionnent de cette façon. Ils ne s'annoncent pas. Ils ne se présentent pas avec une étiquette explicative. Ils se posent dans le champ de la conscience avec la légèreté d'un oiseau sur une branche, et il revient à chacun de choisir s'il veut simplement les regarder partir ou s'asseoir un moment dans leur présence pour voir ce qu'ils apportent. Il y a dans chaque relation humaine un mystère irréductible. Même les relations les plus longues, les plus intimes, les plus nourries de temps partagé conservent en leur centre quelque chose d'inaccessible, une zone de silence que même le langage le plus précis ne peut entièrement traverser. Et c'est peut-être cela, cette imperméabilité fondamentale, qui rend les relations à la fois si précieuses et si douloureuses parfois. On cherche à être compris. Pleinement, totalement, sans résidu ni malentendu. Mais la compréhension totale est peut-être un horizon qui recule à mesure qu'on s'en approche, non pas parce que les autres sont indifférents ou incapables, mais parce que l'être humain lui-même est une créature en perpétuel devenir, jamais tout à fait achevée, jamais entièrement fixée dans une forme définitive. Ce qui signifie que connaître quelqu'un, c'est accepter de le connaître dans le mouvement, de maintenir une attention vivante plutôt qu'une image arrêtée. C'est peut-être cela, l'amour dans sa dimension la plus exigeante et la plus belle, non pas posséder une représentation de l'autre, mais consentir à sa transformation continue, à ses contradictions, à ses zones d'ombre et de lumière changeantes. Les choix, eux, ont une étrange manière de nous regarder en retour. On croit les faire et les laisser derrière soi, mais ils continuent d'exister en avant de soi, dans la forme que prend le monde qui a résulté de leur accomplissement. Chaque décision ouvre un espace et enferme un autre, trace un chemin en effaçant d'autres, et cette irréversibilité peut sembler tragique si on la regarde d'un certain angle. Mais d'un autre angle, elle est ce qui donne autant sa densité, ce qui fait que les expériences ont du poids, que les rencontres comptent, que les mots prononcés ne sont pas équivalents aux mots retenus. Si tout pouvait être défait et recommencer infiniment, qu'est-ce qui aurait de la valeur ? L'irréversibilité du temps n'est peut-être pas une limite, mais la condition même qui rend la vie significative. Ce qui est vécu a été vécu. Il y a dans cette simple formulation quelque chose d'absolu, une forme de permanence paradoxale dans l'impermanence. Le passé ne change pas. Ce qui a eu lieu a toujours eu lieu. Et c'est peut-être là, dans cette fixité du révolu, que se niche une forme inattendue de solidité. Il existe une qualité particulière dans les moments où la conscience s'élargit. Pas dans le sens d'une expansion dramatique ou d'une révélation soudaine, mais dans ce sens plus subtil, plus durable, d'un recul progressif qui permet de voir davantage. Comme si l'on avait longtemps regardé une peinture de très près, le nez presque contre la toile, ne percevant que des taches de couleurs sans cohérence apparente, et que l'on reculait enfin de quelques pas pour voir surgir une image, un paysage, une figure humaine, une harmonie que la proximité rendait invisible. Ce recul-là n'est pas une fuite. Ce n'est pas un désengagement ni une forme de froideur. C'est un mouvement de compréhension, une manière de tenir davantage de réalité dans le regard à la fois. Et ce que l'on voit souvent, quand on recule suffisamment, c'est que les expériences qui semblaient les plus isolées, les plus aléatoires, les plus accidentelles, s'inscrivent dans des motifs plus larges, des récurrences, des thèmes qui traversent l'existence d'un bout à l'autre comme des fils conducteurs dont on ne reconnaît la présence qu'avec le temps. Le silence a des formes différentes. Il y a le silence vide, celui de l'absence, du manque, de la solitude qui pèse. Et il y a le silence plein, celui qui arrive après une longue période de bruit et de mouvement, et dans lequel quelque chose peut enfin se déposer, se reposer, se reformuler. Ce second silence est une forme de générosité que la vie offre parfois, non pas parce qu'on l'a mérité ou réclamé, mais parce que des cycles se ferment et que la fermeture d'un cycle, quelle que soit sa nature, laisse toujours une place pour quelque chose de neuf à commencer. Pas nécessairement quelque chose de spectaculaire. Parfois juste une respiration différente. Une manière légèrement modifiée de poser les yeux sur les choses familières. Une permission silencieuse de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre immédiatement, de laisser certaines questions vivre leur vie sans les forcer vers des réponses prématurées. Le ciel que regardaient les anciens est encore là. Les étoiles ont changé de nom selon les cultures et les époques, mais leur présence silencieuse au-dessus de toute chose humaine demeure une invitation constante à la perspective, au recul, à cette humilité qui n'est pas une diminution mais un élargissement. On est petit face à l'immensité, oui. Mais cette petitesse est habitée par une conscience qui perçoit l'immensité.
Et quelque chose dans cette perception réciproque, l'être humain qui contemple le cosmos qui se contemple à travers l'être humain, contient peut-être la réponse la plus douce à la question la plus vieille. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Peut-être parce que quelque chose voulait se connaître. Peut-être parce que la conscience cherche toujours, par tous les chemins disponibles, à se retrouver elle-même. Et dans ce long et patient voyage de retour vers soi, chaque instant palpitant, chaque signe discret, chaque rencontre et chaque solitude, chaque choix fait et chaque chemin non emprunté, participent d'une même et vaste respiration dont on ne perçoit jamais qu'une mesure à la fois, mais dont la mélodie continue de résonner bien après que l'on a cessé de l'écouter activement.